Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Guillaume, La psychologie de la forme. Le mot français « forme » ne correspond pas vraiment au mot allemand « Gestalt », qu'il vaudrait mieux traduire par structure, organisation. La théorie de la forme apparaît au XXe siècle en Allemagne, école de Berlin, illustrée par Wertheimer, Kohler, Kafka et Lewin. Son retentissement mondial l'impose à notre attention. La psychologie de la forme est née d'une réaction contre la psychologie du XIXe siècle, qui s'était donné pour tâche l'analyse des faits de conscience ou des conduites. La signification est inhérente au signe, comme une qualité originelle. Mais la perception du relief ne nous dit rien des sensations de deux yeux et de leurs différences, qui seraient les éléments de cette perception. Les philosophes remplacent l'analyse par une description phénoménologique. Les phénomènes psychologiques sont les phénomènes tout court, les expériences immédiates du sujet. La conscience est assimilée à un fleuve, à une masse fluide et continue dans laquelle ce n'est que par artifice qu'on peut distinguer des parties. Comparaison de James et de Bergson. La doctrine associationniste ne permet pas de comprendre l'organisation et la finalité, caractère remarquable de la pensée. Hack distingue les liaisons associatives et les déterminations. La figure se limite dans notre champ visuel par rapport aux autres figures. Tel point et lignée en font partie, tandis que tel autre en sont exclus. La mélodie et la figure sont des formes. Ehrenfels en énumère un grand nombre d'autres variétés. Une forme est autre chose ou quelque chose de plus que la somme de ses parties. Elle a des propriétés qui ne résultent pas de la simple addition des propriétés de ses éléments. Le tout est donc une réalité au même titre que les éléments. L'analyse d'une perception en sensation néglige donc un aspect très important du réel. Les sensations de la psychologie analytique n'ont pas d'existence réelle. Les faits psychiques sont des formes, c'est-à-dire des unités organiques qui s'individualisent et se limitent dans le champ spatial et temporel de perception ou de représentation. Les formes sont transposables, certaines de leurs propriétés se conservent dans des changements qui affectent tous ces facteurs. Les formes peuvent présenter une articulation intérieure. La perception des éléments sont différents modes d'organisation d'un tout, dépendant de conditions objectives et subjectives. Le changement peut produire un changement local dans la forme perçue ou bien un changement dans les propriétés de la forme totale. Toute théorie part de données qu'elle considère comme premières. La Gestalt théorie part des formes ou structures considérées comme des données premières. Il n'y a pas de matière sans forme. Il faut établir par l'expérience les conditions de ces formes et les lois de leur transformation. Chaque forme est une fonction de plusieurs variables et non plus une somme de plusieurs éléments. Se demander si les formes n'existent que dans le domaine de la pensée. Les termes de forme, structure, organisation appartiennent au langage biologique autant qu'au langage psychologique. C'est un système dont les parties dépendent du tout et celui-ci détermine leur caractère. La vie mentale apparaît au sein de la vie physiologique, plongeant dans ses racines dans l'organisme, par ses racines dans l'organisme. La perception et la pensée sont liées aux fonctions nerveuses. La théorie de la forme renouvelle la vieille notion de parallélisme. L'esprit n'est pas une force organisatrice qui fait surgir un ordre. Le parallélisme existe entre des formes physiologiques et psychiques présentant une communauté de structures. Influence des parties les unes sur les autres, variant avec leur éloignement et décroissant comme le carré de la distance. Les unités ne sont pas arbitraires, ce sont des réalités physiques définies par des lois de causalité. L'essentiel est la réaction, réagissant les uns sur les autres, réalisée par certaines conditions de proximité dans l'espace et le temps. Ce sont des relations de causalité. Les formes physiques sont transposables, certaines propriétés restent constantes, quand tous les éléments sont altérés. Comparable à la permanence de la mélodie, malgré le changement des grandeurs absolues. La forme forte subit la loi du tout, les parties de la forme faible gardent une certaine autonomie. La théorie de la forme ne se place pas dans l'absolu.
Le système tend vers l'équilibre où aucun changement n'est plus possible, un processus stationnaire. Principe général de Le Chatelier. Si un changement se produit dans un des facteurs qui déterminent une condition d'équilibre, l'équilibre se modifie d'une manière qui tend à annuler l'effet de ce changement. Mach remarque une symétrie indépendante par rapport au temps avec un minimum d'énergie. Curie disait que l'asymétrie régit le cours de la nature. Curie. La sphère est de toutes les figures celle qui, à l'homme à volume égal, possède la plus petite surface et c'est aussi la plus simple et régulière. Tendance à la réalisation d'un certain ordre, la sphère. Kant définissant la finalité, un ordre dans lequel l'existence et les propriétés du tout déterminent l'existence et les propriétés des parties. La finalité étant un ordre irréductible aux effets des lois physiques. Théorie rejetée par celle de la forme, dont la notion de finalité est celle de l'acte humain, qui réalise un ordre par le moyen d'une idée de l'ordre. Lien de trois notions de forme, physique, physiologique et psychologique. Structure d'un processus physico-chimique dans la morphologie cérébrale. La sensation est par définition l'entité qui correspond à l'excitation périphérique et ne dépend que de lui seul. Stimulus, action exercée sur les organes récepteurs. La ségrégation s'opère quand on présente à un animal un cercle rouge. Il ne perçoit pas la forme circulaire et la couleur rouge. Le discernement est essentiellement une reconnaissance et fait de l'éducation. Tout objet sensible n'existe qu'en relation avec un certain fond. Les limites appartiennent à la figure. Figure et fond se distinguent par leurs propriétés fonctionnelles. Le contraste avive les oppositions. Hornobstel disait « Nous voyons les choses, pas les trous qui les séparent. Nous ne voyons pas ces trous comme des formes. » L'interprétation gestaltiste attribue toute l'organisation de la perception à l'influence de la mémoire. La mémoire intervient pour organiser l'expérience passée. La ségrégation précède la question sur la nature de l'objet. Elle en est la condition, valable pour l'homme et l'animal, notre monde civilisé n'ayant engendré que des habitudes. Si nous voyons les choses et non les trous qui les séparent, c'est parce que ces choses sont invariables dans leur forme, tandis que leurs intervalles sont variables. C'est une erreur de l'expérience. La constance n'est pas une propriété des stimuli. Une forme géométrique est un système de relations entre des points, lignes, surfaces qui la constituent. La théorie de la forme explique la perception par des lois d'organisation. La condition essentielle de l'illusion est la perception du modèle comme un tout. Toute psychologie de l'espace ne peut être qu'une théorie des relations d'un fragment d'expérience avec un tout. Forme organisée suivant les lois générales pour la théorie de la forme. Les mouvements qui se réalisent parmi ceux qui sont possibles sont ceux qui contribuent au meilleur mouvement de l'ensemble. Ternus. Des expériences faites sur des objets inconnus montrent qu'il existe une perception de l'identité qui résulte des lois figurales expliquant leur reconnaissance et leur familiarité. Le mouvement est perçu d'emblée et sa forme surprend les sujets. Pour Köhler, la comparaison est la perception. Le champ de perception se différencie en deux parties, le monde extérieur phénoménal, les choses telles que je les perçois, et le moi phénoménal, moi-même, que je me perçois. La distinction du moi et du monde extérieur est un fait d'organisation du champ total. Dans la vie normale, l'organisation bipolaire est presque permanente. Constellation d'excitants provenant à tout moment, soit un milieu extérieur, soit de l'organisme, agissant sur les organes récepteurs. Le moi est l'origine d'actes et d'attitudes, le siège de sentiments et d'émotions. La perception prépare et règle l'action, rendant possible l'adaptation de l'être vivant à son milieu. C'est dans la structure même de l'excitation perceptive et de l'excitation matrice qu'il faut chercher l'explication de leur rapport. Adaptation par essai et erreur ou par tâtonnement aveugle. À toute organisation de la perception correspond une organisation de l'action. L'explication de la conduite implique une systématisation des faits effectifs et de la volonté. Lewin, deux processus vitaux, perception-réaction et les besoins, alimentaires ou sexuels. Tous nos actes s'accomplissent dans un champ physique et social de structures variables qui dépendent des besoins agissants et de leur complexité. Actes et leurs effets, miroir de l'état affectif du sujet, l'équilibre entre le besoin du sujet et l'organisation du champ externe.
À la tâche comprise et acceptée correspond une force orientée vers le but. L'obstacle peut être matériel ou moral. Le conflit des forces engendre une tension. La solution trouvée, l'acte réussi met fin à cette tension. Il y a toute une psychologie de l'acte de remplacement ou de substitution, ersatz. Le sujet ressent les épisodes de l'action comme directement en rapport avec son moi profond et sa valeur mise en cause dans le succès et l'échec. Les actes de substitution relèvent le niveau du moi en rapport avec le caractère social de l'acte. La tension persiste si la substitution n'apporte pas de résolution. Le sujet renonce à l'épreuve et se replie sur lui-même. Affaiblissement des barrières dans la colère. L'action bloquée augmente les tensions entre l'intérieur et l'extérieur. La cause n'est pas l'antécédent invariable. Quand une idée en appelle une autre, tout ce que nous connaissons de cette évocation est la succession pure et simple des deux faits. Célèbre thèse de David Hume, la bille A frappe la bille B immobile. L'un est la cause, l'autre l'effet, mais nous ne percevons pas ce rapport causal, sinon sa régularité. La bille B se met en mouvement. Une situation nous fait éprouver de la peur et de la colère, nous sentons une douleur et nous poussons un cri. Ayant soif, je bois et je ressens un bien-être. Processus cérébral pour la théorie de la forme. Les expériences ont montré que le privilège de ce qui s'apprend facilement consiste dans une meilleure organisation. Nos souvenirs tendent vers des formes d'équilibre. La répétition crée des occasions favorables à une organisation. La mémoire s'apparente à l'intelligence. Köhler a dressé des singes à réagir à un gris clair et ne pas réagir à un gris foncé. Il caractérise l'intelligence par le détour. Un grillage, par exemple, empêche l'animal d'aller droit à l'objet. Le détour est une phase de la réorganisation par rapport à l'impulsion instinctive. Acte total et obstacle. L'animal aperçoit quelques propriétés de l'objet dans le rapport avec quelques traits du problème. Le progrès consistera en une réorganisation de la perception. L'intelligence qui apparaît ici est une intuition. C'est la métamorphose de la figure qui constitue le raisonnement. La pensée comporte les étapes de conscience, de délimitation du conflit et de sa cause. Pour la détermination fonctionnelle de la solution, enfin, la réalisation pratique. Toute la fonction de l'intelligence semble être de remarquer les corrélations et de les généraliser puis de les concrétiser à nouveau. Selz a eu le mérite de s'affranchir des descriptions associationnistes et de faire une place aux relations intrinsèques des pensées successives. La théorie de la forme s'oppose à toute tentative pour dériver l'intelligence de relations accidentelles historiques établies entre les représentations. Les concepts d'intelligence et de perception sont solidaires. La réorganisation a un aspect cérébral. L'ordre qui s'exprime dans les lois physiques ressemble à celui qui se traduit dans notre intelligence. Un fait expressif est un signe, il contient une référence à un signifié différent de lui-même. Nous percevrons directement certaines propriétés inhérentes aux objets ou faits dont la théorie classique veut faire de simples signes. Arbitraire, les signes arbitraires. La théorie de la forme reprend le mot de Goethe. Ce qui est au-dedans est aussi au-dehors. On perçoit des expressions avant de percevoir des choses, ou plutôt ces choses sont des réalités expressives avant d'être des réalités déterminées uniquement par leur qualité sensible particulière. Kafka dit que pour le jeune enfant, une expression bienveillante ou hostile est une expression plus immédiate que celle d'une tache bleue. C'est l'expression qui reste dans la mémoire et permet la reconnaissance. L'expression est une forme d'un type très primitif. La théorie de la forme étend le déterminisme à l'univers entier et fait de l'homme une partie dans un tout. Le matérialisme est une quasi-négation de la conscience, toute la réalité étant constituée par les éléments objectifs avec lesquels la physique construit notre univers. La connaissance ne crée pas l'organisation de son objet, elle l'imite dans la mesure où elle est une connaissance vraie et efficace. La perception est au service de l'adaptation biologique, c'est sa fonction utilitaire qui détermine ses caractères. C'est l'unité du besoin, celle de l'action qui y correspond, qui explique l'unité de l'objet. Avec Piaget, le développement de l'enfant montre que les choses sont agies avant d'être représentées et qu'elles n'apparaissent qu'à mesure qu'elles sont successivement assimilées par les fonctions dont elles sont les aliments. Paul Guillaume, la psychologie de la forme. Merci.